Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui, jeudi, le 24 novembre 2022. Vous le savez, dans un peu plus d'un mois, on va être rendu à Noël 2022 avec, on le souhaite, pas de masque, pas de limitation et pas de covidisterie. Vous savez que présentement, à l'OMS, on est encore en pandémie de COVID et ils vont travailler très fort de ce qu'on peut voir avec leurs travaux, entre autres au G20 à Bali, dont on va parler aujourd'hui, qu'ils essaient de finalement cadrer une potentielle pandémie future afin, comme dans le live précédent que je vous ai fait, plutôt la vidéo précédente, où je vous ai parlé de la vaccination qui amènerait avec elle un passeport de vaccination afin de finalement consigner toutes les vaccinations que les gens vont faire pour satisfaire à ce que l'OMS aura décidé derrière des portes closes qui étaient essentielles pour des milliards d'humains. Alors, sans jamais consulter personne, bien entendu, parce que ce n'est pas dans les habitudes de l'OMS de se soucier de ce que les peuples pensent. Eux, ils ne sont pas élus. Ils se nomment entre eux, ils se votent entre eux. D'ailleurs, ceux qui ont vu le vote de Tedros Adhanom ont vu à quel point c'était comme une cérémonie religieuse. Il y avait tous les représentants qui allaient serrer la main comme si Tedros Adhanom était un dieu. Mais c'est peut-être un dieu pour ces gens-là qui, en Afrique, reçoivent des sommes colossales de l'OMS pour implanter des programmes qui sont aussi favorables aux partenaires de l'OMS. Donc, évidemment, pour eux, c'est sûr que Tedros, c'est le chèque de paye. Alors, évidemment que ça n'a pas été très difficile. Il a été réélu presque à l'unanimité, ou à l'unanimité, je crois. Et puis, il a gardé son poste pour un autre 5 ans parce que, évidemment, après la crise absolument terrible qui a secoué le monde, qui a transformé à peu près tout ce qu'on connaît comme norme sociale, ben, il a été réélu malgré ça. Alors, comme vous pouvez voir, ils ont un pouvoir parce qu'ils se parlent entre eux et ils sont complètement isolés du public. Ils ne font que parler à sens unique. Il n'y a pas comme un panel de la moitié des membres qui sont membres du public puis qui défendent le peuple. Non, oubliez ça. C'est la Suisserie qui fait uniquement des choses pour la Suisserie. C'est tout. Il n'y a pas de peuple là-dedans. Alors, une autre place où il y a eu beaucoup de technocratie, beaucoup de gouvernements mondialistes, c'était le G20 de Bali. Les 15 et 16 novembre, ça a été les deux pires journées, en fait, au niveau des annonces. Je vous ai parlé un petit peu des annonces qui concernaient finalement le passeport de vaccination, aussi bien pour les vacances que le tourisme. En soi, vous irez écouter la vidéo parce qu'il y a énormément de détails là-dedans. Sauf qu'il y a des gens qui disaient, Claude, est-ce que c'est vrai ça qu'ils ont effectivement fait une entente? Et puis, ça s'appelle la Déclaration des leaders du G20 de Bali, mais en le lisant, ça a 52 points de long. Et je peux vous assurer que ce n'est pas les leaders qui ont écrit ça. Je peux difficilement imaginer Joe Biden, encore moins Justin Trudeau ou Emmanuel Macron ou finalement Rishi Sunak même. Je ne sais pas si vous l'avez écouté un petit peu, le PM anglais, mais ce n'est pas lui qui va réécrire le dictionnaire. Donc, essentiellement, je peux difficilement imaginer que c'est eux autres qui l'ont fait et que c'est plutôt des groupes de travail ministériels, des technocrates qui ont été amenés là en jet privé ou en jet public, dépendant lesquels pays, pour finalement faire la besogne plus intellectuelle que les leaders ne font pas. Mais en bout de ligne, ça fait en sorte que même s'ils disent que la déclaration a été rédigée et approuvée par les leaders, j'ai mon doute très fort que les leaders l'ont vraiment lu. Parce que ce soir, moi, ce que je vais faire, c'est de le lire avec vous, mais pas au complet parce que ce serait byzantin, il y a beaucoup trop de points, mais de revenir avec des points qui vont vous permettre de comprendre l'idéologie derrière cette déclaration-là du G20 à Bali. Et bien que ce ne soit pas quelque chose qui soit immédiatement contraignant ou immédiatement en force, vous allez voir avec les mots qui sont utilisés que c'est un cadre de travail qui permet au pays de travailler dans le sens de ce qui va être approuvé par la gang. Vous savez, le fameux 0,00, probablement 1% ou quelque chose comme ça, ben, c'est leur préférence à eux. Il n'y a littéralement rien que moi j'ai vu avec mes yeux qui était pour le peuple. Littéralement rien. Il y a de la taxation, des limitations, du contrôle. Il y a toutes sortes de façons de garder les gens dans une médiocrité entretenue et intentionnelle.
mais il n'y a aucun endroit que je vois le retour de l'humanité en force. C'est la montée graduelle du synthétique. Et la seule chose qui va arrêter, de toute évidence, cette progression-là, c'est si les gens disent non. Alors, c'est l'importance absolument capitale que vous écoutiez, que vous likiez, que vous partagiez, que vous soyez les relais, parce que vous le savez, je suis encore shadowbanné dans Facebook, donc oubliez ça. Il n'y a rien de ce que je fais qui se rend plus loin que notre équipe à nous, qui tentons de ramener de la clarté, de la vérité, de la raison dans les débats. C'est très difficile parce qu'il y a une propagande incroyable qui est faite pour amener finalement les idées mondialistes et vous allez les reconnaître. Je vais vous en parler dans quelques instants. Mais juste avant de plonger dans cette immense déclaration-là du G20, il y a une nouvelle que vous avez probablement pas vu passer, personne, et c'est que les Canadiens peuvent maintenant acheter des obligations d'État pour soutenir l'Ukraine. Ouais, c'est sorti le 21 novembre 2022. C'est Justin Trudeau qui en a fait l'annonce avec un enthousiasme comme seul lui est capable de l'être pour l'Ukraine. Clairement, il y a des intérêts là-dedans qui sont peut-être encore plus grands que ceux qui nous sont divulgués. Alors, actuellement, les Canadiens ont saigné de l'argent comme ça n'a pas de bon sens pour l'Ukraine. Vous savez que dans les derniers jours encore, on a eu Justin Trudeau qui a décidé, un bon matin, comme ça, d'envoyer un 500 millions de dollars de plus en aide militaire parce que, évidemment, les Canadiens, eux, ne souffrent pas avec l'inflation. C'est le Zelensky-stan qui a besoin de cet argent-là pour que Volodymyr Zelensky en fasse pas mal ce qu'il veut parce qu'on n'a aucune reddition de compte, on n'a aucune idée de ce qui se passe. Mais je voulais vous parler de cette nouvelle-là parce qu'il y a un autre tournant que personne n'a vu, parce que vous avez peut-être entendu parler des bons pour l'Ukraine, mais probablement pas du détail que je vais vous dire, puis ça va probablement vous faire sursauter. Alors, première des choses, les gens qui vont acheter un bon, par exemple, de 1000 $, ils vont avoir un taux de rendement de 3,3 ce qui va vous permettre d'obtenir 16,50 chaque février et août jusqu'au 24 août 2027. Donc, évidemment, ce n'est pas des gros rendements. Puis, si vous avez 1000 $ qui traînent et que vous avez vraiment besoin d'un investissement, ben, aidez quelqu'un près de chez vous. Ça va aider énormément plus, puis ça va rester dans le circuit canadien, ce qui va faire en sorte que votre 1000 $ va aider probablement 30, 40, 50, 60, 100 personnes autour de vous dans votre localité parce que l'argent va circuler autour de vous. Puis vous allez avoir un rendement absolument immense comparé au rendement famélique que ces bons-là amèneraient. Mais je ferme la parenthèse, vous ferez ce que vous voulez de votre argent. Le gouvernement canadien, jusqu'à présent, là, il a déjà fourni 2 milliards de dollars en aide financière directe à l'Ukraine jusqu'à maintenant, en 2022. Mais il y a quelque chose d'autre que vous ne savez pas. Il s'est engagé déjà, sans nous consulter. Il n'y a eu aucune consultation publique, là, oubliez ça. Là. Ça s'est tout fait de manière unilatérale et derrière des portes closes, et ça vous a été annoncé comme un fait accompli. Et votre opinion en tant que peuple ne compte absolument pas. C'est zéro. Alors, il s'est engagé à fournir 2,5 milliards supplémentaires. Ouais. Mais pour l'aide militaire, humanitaire et autres. Mm-hmm. Donc, ça va porter les engagements canadiens envers l'Ukraine à plus de 5 milliards de dollars. Donc, 5 milliards, c'est juste le début. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi 5 milliards, mais c'est beaucoup d'argent. La plupart d'entre vous le savent, là, mais certains ne sont pas conscients à quel point c'est beaucoup d'argent. 5 000 millions, c'est énorme. C'est énorme. On pourrait bâtir des écoles, des hôpitaux, des résidences. On pourrait aider des millions de Canadiens à payer leur fin de mois de loyer. On pourrait vraiment faire en sorte de régler des problématiques majeures actuellement au pays. Mais cet argent-là est exporté en bonne partie pour l'aide militaire, donc pour faire la guerre. Donc, c'est pas vrai que le Canada ne participe pas à la guerre. On envoie de l'argent pour financer de la guerre. On entraîne des soldats. On envoie du matériel militaire. On alimente la guerre. On n'alimente pas la paix. Donc, quand Justin Trudeau dit qu'il aide l'Ukraine, est-ce qu'il l'aide vraiment? Parce que ce qui aiderait l'Ukraine le plus, c'est de retrouver la paix et non pas d'être dans un état de guerre permanente en tant que proxy pour l'OTAN. C'est très, très
subversif comme discours. Mais attendez, je ne vous ai pas encore dit le plus gros dans cette nouvelle-là. Ça dit que selon le gouvernement canadien, les fonds recueillis grâce aux obligations ukrainiennes, donc canadiennes pour l'Ukraine, ne peuvent pas être utilisés pour des activités ou des achats meurtriers. Donc, encore là, l'expression achat meurtrier, ça va être très important de la creuser parce que Justin Trudeau a fait très exprès de ne pas décrire c'était quoi un achat meurtrier. Parce que si on envoie des armes et qu'elles ne servent pas, est-ce que c'est un achat meurtrier? Si on entraîne des soldats, est-ce que c'est un achat meurtrier? Il y a beaucoup de choses qui sont très, très mal définies dans à peu près tout ce que Justin Trudeau dit et ça ne fait pas exception dans ce cas-ci. L'argent des obligations, tenez-vous bien, c'est hallucinant. Tu sais, quand on dit que le Canada n'a plus de souveraineté puis que le Canada est dirigé par des mondialistes, écoutez bien ce qui suit. L'argent des obligations sera transféré du Canada au gouvernement ukrainien, mais ce sera fait par l'intermédiaire du Fonds monétaire international, du FMI, l'organisation qui ruine les pays dans le monde entier depuis des décennies, sous réserve de négociations avec l'Ukraine. Donc, c'est quoi ces négociations-là? On aide ou on n'aide pas? Vous, quand vous donnez de l'argent à un sans-abri, est-ce que vous commencez à mettre des conditions? Pas du tout. Vous dites, voici, c'est une aide, c'est de l'argent que j'ai mis de côté pour toi, t'en fais ce que tu veux, mais sors-toi de la situation qui te fait souffrir. C'est un peu ce qu'on dit, on lui souhaite bonne chance, puis on fait confiance à autrui quand même. Mais là, ça passerait par le FMI. Alors, c'est même pas le Canada qui a une forme de supervision. Mais voyez-vous l'arnaque, comment c'est gros? Parce que ça veut dire qu'après ça, nous, quand on va demander des comptes au gouvernement du Canada, le gouvernement du Canada de Trudeau va pouvoir s'en laver les mains complètement et dire, mais là, c'était par l'intermédiaire du FMI que l'argent a été donné. Donc, il faudrait demander des comptes au FMI. Et le FMI est reconnu pour ne donner aucun détail dans les comptes rendus qu'il fait. Il va y avoir des grandes lignes, des phrases susurreuses, il va y avoir des grands objectifs, mais jamais qu'on va avoir de vrais détails substantifs qui vont être soutenus dans leurs documents. J'en ai lu assez pour voir que s'il y en a de temps en temps, c'est souvent pour être noyé dans des flous au niveau des définitions. Donc, c'est fait en sorte que la personne qui veut vraiment trouver va chercher très, très, très longtemps. Donc, c'est très habile de la part du Canada parce qu'à quelque part, les Canadiens deviennent des financiers de la gouvernance mondiale. Parce que le FMI, pensez pas qu'ils font ça par charité chrétienne. Eux autres, ils vont s'arranger pour, lors des négociations avec l'Ukraine, aller rechercher les rendements qu'eux autres ont besoin pour financer leurs propres opérations. Mais tout ça va être financé avec de l'argent des Canadiens qui est censé être pour aider l'Ukraine. Mais au premier chef, j'espère que tout le monde comprend qu'on aide surtout le FMI, puis on aide surtout Mr. Global, Monsieur Global, la mondialisation. C'est eux autres qu'on aide. Le Canada disparaît, s'efface pour faire place, pour donner toute la place lors de la négociation au FMI. Donc, selon moi, pour faire un jeu sur les mots qui ressemblent, c'est une forme d'infamie contre les Canadiens. C'est très mal expliqué, c'est dit, mais la plupart des Canadiens ne se sont pas rendus jusque-là dans leur exploration de c'était quoi ces bons-là pour l'Ukraine. Et si j'étais Ukrainien, j'aurais le feu aux fesses parce que là, il va y avoir une classe politique à Ottawa qui va se draper de vertu en disant qu'ils aident l'Ukraine, mais l'aident-ils vraiment? Première des choses, ça passe tout par le FMI. Deuxième des choses, qu'importe ce qui va sortir du FMI, ça va aller direct dans les poches du Zelenskistan, du clan zelenskiste. Donc, on est encore à des lieux, à des milliers de lieux de la population ukrainienne, qui d'ailleurs, malgré des dizaines de milliards de dollars qui sont rentrés dans les poches de Zelensky, ne se portent pas forcément beaucoup mieux qu'au départ. Alors, on se demande où va cet argent-là. Est-ce qu'il y a une forme de circuit de blanchiment qui pourrait être en action? Est-ce qu'il pourrait y avoir finalement des zones d'ombre dans tout ça? C'est des questions qu'il faut se poser. Et si on ne se les pose pas, ben, on n'est pas responsable. Parce que la classe politique a beau décider des choses, il lui faut la légitimité, mais elle ne l'a pas. Le peuple n'a jamais été consulté. Le peuple, non, il n'y a aucun plan pour consulter le peuple non plus. Tout se fait en catimini et c'est annoncé comme un fait accompli et on est supposé danser puis célébrer des choses qui nous appauvrissent pour toujours.
et qui font en sorte de financer la guerre d'une manière ou d'une autre. Alors, ça ne fonctionne pas, c'est les communiqués, je voulais vous le dire. Et sur ce, on plonge dans le plat principal du vidéo et c'est la déclaration des leaders du G20 de Bali en Indonésie des 15 et 16 novembre 2022. C'est un document énorme et vous savez quoi? Je ne vous le commence pas depuis le début, je vais vous le commencer par la toute fin. Et pour ceux qui se demandent où je prends l'information, vous pouvez aller dans la description, vous allez voir le lien. Absolument tout ce que je vais vous lire vient de la Maison-Blanche. Alors, pensez pas que c'est une source autre, ça vient directement de la Maison-Blanche. Alors, si les gens veulent lire, ils veulent des saisies d'écran, gênez-vous pas, c'est tout disponible, c'est à votre portée. Vous pouvez lire autant que vous voulez, les infos sont là. Donc, on plonge dans un des derniers paragraphes qui dit que nous remercions les organisations internationales. Ah ben oui, parce que vous allez voir dans le reste du texte que je vais vous lire quand je vais remonter, que finalement, tout ça est pour servir la mondialisation. C'est même pas pour servir le G20, c'est vraiment pour servir la mondialisation et juste la mondialisation. C'est pas un hasard que Klaus Schwab était là puis qu'il a parlé de la quatrième révolution industrielle, c'est parce que la déclaration de Bali est pour eux autres. Littéralement, ça n'a rien à voir avec les peuples. Donc, il remercie. Il y a un immense paragraphe là. L'ONU et ses agences spécialisées, donc l'OMS, le GIEC, nommez-les, toute la Suisserie autour de Davos puis de Genève, c'est eux autres. Ça. Les 5000 organisations caritatives qui gravitent autour de l'ONU et de ses agences spécialisées, tous ces gens-là passent leurs intérêts privés à travers le canal de l'ONU et on sait qu'aucune de ces milliers d'organisations philanthropo-corporatistes-là ne peut être collée à l'ONU si elle n'accepte pas à 100% les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, il n'y a absolument aucun brassage d'idées qui se fait en Suisse. Là. Oubliez ça, c'est mort et enterré. Il n'y a que les 17 objectifs de développement durable jusqu'en 2030 qui font partie de l'agenda 2030. Et si les organismes autour veulent participer à l'immense danse des profits, il faut qu'ils soient complètement à genoux devant le développement durable. C'est fascinant parce que la plupart des gens se disent « Ah ben non, les organisations, ils vont défendre des intérêts. » Oui, ils défendent leurs intérêts, ils défendent surtout pas les vôtres. Faites-vous pas d'idée là-dessus. Donc, ça dit ensuite, parmi ceux qui sont remerciés, le groupe de la Banque mondiale. Et oui, avec le FMI, l'autre gang qui ruine les pays dans le monde entier depuis des décennies. Et évidemment, le troisième qui est remercié par les gens qui ont fait la déclaration, c'est le FMI lui-même. Donc, vous comprenez que finalement, le gros jeu de l'argent, c'est l'ONU, la Banque mondiale, le FMI. C'est par là que tout passe. Après ça, ça descend un petit peu en importance. On a l'OCDE qui, lui, va amener les réglementations, les limitations. On a la Banque asiatique de développement. Donc, ça, on reconnaît évidemment en Asie les grands joueurs qui sont représentés. L'ERIA, le CEPI, la Banque européenne d'investissement, le GGGI, l'OACI, l'AIE, l'IEF, le FIDA, l'Organisation internationale du travail, l'OIT, l'IRENA, la FAO, donc c'est l'agriculture internationaliste, le FSB. J'imagine que ce n'est pas le service secret russe, je ne peux pas imaginer. C'est une autre affaire, c'est juste que ça ne me vient pas à l'idée. Ils ont également remercié, puis ça c'est très important, ils ont remercié Gavi. Et oui, donc ceux qui disaient que Bill Gates était ailleurs pendant la réunion à Bali, c'est très possible. Mais ça ne veut pas dire que l'influence de Bill Gates ne se trouvait pas au G20 de Bali, soit par des personnes de proximité, soit par une visioconférence, soit par des documents d'intérêt idéologique alignés. Mais à tout le moins, on peut se douter qu'il y avait une signature de près ou de loin de Bill Gates parce qu'une des organisations remerciées officiellement à l'intérieur de la déclaration des leaders du G20 de Bali, c'est le Gavi de la fondation Bill et Melinda Gates. Donc, oui, il y a son empreinte. Je veux confirmer aux gens, il y a l'empreinte de la fondation Bill et Melinda Gates là-dedans via le Gavi.
Ensuite de ça, on a le Fonds mondial, l'AIEA, la Banque islamique de développement. Et oui, la Banque islamique de développement est là-dedans aussi. Donc, pensez pas que c'est juste une question d'intérêt aligné suisse. C'est vraiment mondialiste. Il couvre tous les marchés. L'UIT, une autre organisation que je ne connais pas qui s'appelle Medicine Patent Pool. Vous comprenez que les copyrights, les brevets, c'est des outils, c'est des armes contre les gens. Ils prennent des idées, ils les emprisonnent dans dans des systèmes qui sont uniquement accessibles à ceux qui ont des fonds importants ou quasi illimités. Donc, ça fait en sorte que les meilleures idées reviennent toujours aux très, 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 très grands tenants du capitalisme à à la sauce schwabienne. Et c'est comme ça qu'il se trouve à garder un pouvoir démesuré sur l'entrepreneuriat qui, lui, voudrait émerger, puis qui se frappe à des avocats de brevets qui, eux autres, se font un plaisir d'être payés des sommes folles pour terroriser quiconque a une bonne idée qui pourrait ressembler même de loin à ce qu'eux autres ont mis sous brevet. Donc, je ne sais pas ce qui se passe avec le Medicine Patent Pool, mais ils ont peut-être dit on a ouvert des brevets, mais en même temps, c'est probablement pour orienter la recherche dans une direction qui va être profitable en fin de compte aux puissants, parce que vous aurez compris que les puissants, ils ne font rien pour aider le peuple. Ils s'aident eux-mêmes, point. C'est uniquement ça qui se passe. Ils ont également remercié le Sustainable Energy for All. Ça paraît tellement agréable, hein? Le Sustainable Energy. Mon Dieu, de l'énergie soutenable, durable, qui dure longtemps. Oui, mais attention, ça veut dire que ça, ils vont faire une guerre à toutes les énergies que vous utilisez pour de vrai, hein? Du gaz naturel, du pétrole, du fuel. Si vous avez un avion, quoi que ce soit, ils vont tout faire pour vous rendre la vie misérable pour que vous payiez de plus en plus cher pour une énergie qui, en fin de compte, est de moins en moins fiable. Puis c'est tellement drôle parce qu'on voit tous les mimes des autos électriques qui se promènent avec des moteurs à essence en arrière, des génératrices pour pouvoir se sauver lorsqu'ils font des longs voyages. Donc, ça devient ridicule à un moment donné de faire la guerre à ce qui fonctionne déjà pour des principes qui sont de toute évidence alarmistes et basés dans un agenda de peur. Par contre, il remercie également l'OPEP. Donc, évidemment, l'OPEP est probablement très content de profiter actuellement de la manne que le pétrole représente toujours. Ils ont remercié également formellement le Forum économique mondial. Donc, c'est sûr que Klaus Schwab est remercié directement là-dedans. Donc, il ne faut pas penser qu'il y a juste Bill Gates avec le Gavi qui a été remercié. Klaus Schwab aussi. Ils ont remercié le PAM, ils ont remercié formellement l'OMS, ils ont remercié formellement l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, l'UNCCD, plein d'organisations de l'ONU. Il y a comme deux lignes d'organisations de l'ONU. Ils ont également le UN Global Pulse. Vous savez, des belles statistiques qui vous font peur, là? Ben oui, eux autres aussi ont été remerciés. L'ONU Habitat, ben oui, de vous mettre dans des mini-maisons le plus possible, puis de vous faire vivre comme des poules dans des cages à poules. Dans des appartements où est-ce que le studio va vous coûter le prix qu'une maison coûtait il y a 20 ans. Tout ça en vous disant que c'est une évolution. Oui, c'est de garder la poule dans son petit cubicule. Évidemment, ils ont remercié l'UNICEF qui permet de faire un brainwashing extrêmement efficace sur les enfants. Ils ont remercié ONU Femmes, évidemment, parce que vous savez qu'aucune aide extérieure canadienne ne peut être émise si ce n'est pas d'abord féministe. C'est une nouvelle directive du clan Trudeau. Et ça fait en sorte que finalement, l'ONU Femmes est financée comme ça n'a pas de bon sens à l'ONU. Puis les hommes, ben, eux autres, ils n'existent plus. S'il y a de l'argent qui va aux hommes, c'est une erreur parce que tout l'argent s'en va aux femmes. On veut que les femmes aient le plus possible, mais en même temps, je pense que même les femmes comprennent qu'il y a un problème là-dedans. Là. L'OMT, les groupes d'engagement du G20. Donc là, il y a eu, je pense que plusieurs personnes ont vu le B20, là, mais les groupes d'engagement, il y avait le W20, le L20, le T20, le S20, le Y20, le SAI20, le P20, le U20, il y en avait plein, OK? Pour leurs précieuses contributions, surtout des gens qui s'assoient en avant et qui ont des conversations sur comment est-ce qu'on peut mieux contrôler les peuples. C'est pas mal ça qu'ils ont fait les groupes d'engagement.
Donc, essentiellement, ils font le sale boulot des communiqués qui sont anti-peuple pour pas que les dirigeants aient à déroger de leur discours plein de fleurs dans les cheveux, là. C'est vraiment une organisation de, on pourrait quasiment les appeler comme des mercenaires politiques, politico-gouvernantiels. Je ne sais pas trop comment les cadrer, mais avec ces mots-là, il me semble que ça commence à définir un petit peu ce qu'ils font. Mais essentiellement, on voit que ces groupes-là ont finalement été à la base de cette immense déclaration-là où on a finalement un manuel de guerre. C'est clair et net qu'en le lisant, vous allez voir que les peuples sont continuellement visés. On respire trop, on se déplace trop, on dépense trop dans les mauvaises choses parce qu'ils voudraient qu'on dépense plus dans des choses qui les profitent à eux autres, donc qui les met jamais en danger que nous, on évolue au-delà de leur médiocrité à eux autres. Euh, donc, c'est tout un système. D'ailleurs, ils appellent ça le système de l'ONU. Je vous en avais parlé dans une vidéo précédente du système de l'ONU. J'avais été loin, je vous avais montré à quel point tout ça est tout pris ensemble dans un pain. Donc là, évidemment, je vous en reparle là parce que tous ces gens-là, le G20 de Bali, tout le monde était sous l'impression que c'était les ministres puis les représentants d'État, mais en réalité, c'était l'ONU qui était là. C'était eux autres qui ont fait le show. Donc, ils ont dit au point 52, nous saluons les résultats des différents groupes de travail et réunions ministérielles du G20. Donc, vous comprendrez que ça s'est tout décidé derrière des portes closes. Ce n'est pas le peuple qui était là. C'était des gens qui avaient des intérêts, qui étaient alignés avec ceux de l'ONU, qui faisaient des points qui vont finalement s'appliquer au monde, mais le monde n'avait aucun mot à dire. Donc, tout ça est d'une illégitimité au plan de la population qui est épique. C'est aussi simple que ça. Donc, il remercie l'Indonésie parce qu'oubliez pas que ça va revenir, le G20, année après année. Parce que vous savez qu'en 2023, c'est où? C'est au Brésil. 2024? Non, 2023, c'est en Inde. 2024, c'est au Brésil. Puis en Afrique du Sud, c'est 2025. Alors, Inde, Brésil, Afrique du Sud, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Le BRICS? Eh oui, alors n'oubliez pas qu'à part la Russie et la Chine, ben, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud sont les trois prochains où le G20 va avoir lieu. Donc, je pense que ça va allumer plusieurs personnes qui se posaient des questions. Est-ce que le BRICS est en croissance? Et la réponse, c'est oui. Mais c'est un BRICS sous contrôle mondialiste qu'on est en train de voir parce que clairement, tous ceux qui nous disaient Ah, le BRICS va contrecarrer le mondialisme, non. C'est absolument pas ça qu'on voit dans la déclaration de Bali. Tout le monde a l'air à chanter la chanson Tralala et être très heureux. Alors, c'est peut-être juste du vernis. Il y a peut-être quelque chose d'autre qui se passe ailleurs à un niveau qui est complètement impossible à voir, mais de ce qu'on peut voir, ces gens-là chantent tous la même chanson et ils vont dans une direction où nous, on préférait ne pas aller et vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous lire certains éléments. Donc, la fin du document, c'est beaucoup des remerciements. Il faut comprendre que il y a des sections dans ce document-là. Donc, il parle évidemment de la santé, il parle de l'informatique avec les CBDC, les fameuses crypto-monnaies des banques centrales. Il parle finalement de garder les gens dans des balises extrêmement strictes. Donc, pour bien s'y retrouver, parce qu'à la fin, on a des éléments comme la culture aussi, des fois, qui sont abordés. Mais par contre, la culture va devoir être un catalyseur et moteur du développement durable. Et oui, donc la culture, ça va marcher, mais seulement s'il y a de la culture du développement durable avec une valeur intrinsèque au-delà des avantages sociaux et économiques. Je veux dire, on croit rêver en lisant ça, là. La culture devrait être quelque chose qui est organique, qui vient du peuple. Mais là, on comprend qu'il y a une volonté de la part du G20 de vouloir imposer le développement durable, même dans la culture. Donc là, je vous ai fait un petit aparté du point 48, mais je vais prendre l'ascenseur de ma page web, puis je vais monter, monter, monter. C'est comme aller dans une autre galaxie, jusqu'au premier point. Et puis, il disait qu'il y a 14 ans, les dirigeants du G20 se réunissaient pour la première fois confrontés à la crise financière la plus grave de notre génération, celle de 2008. Puis ils ont reconnu en tant que grandes économies mondiales que nous, pour
que nous portons collectivement des responsabilités et que notre coopération était nécessaire. J'espère que tout le monde comprend que la coopération nécessaire, c'est de faire en sorte que ce ne soit plus le pays et les élus qui décident quoi que ce soit, déjà que c'était parasité à l'époque, mais que ce soit des organisations mondialistes qui décident de tout. Et d'ailleurs, je pense que j'ai commencé par ceux qui étaient remerciés par les leaders de la déclaration, qui ont fait la déclaration, parce que vous avez vu à quel point c'est de l'ONU mur à mur. Même ce qui n'était pas l'ONU est relié à l'ONU. Alors, c'était le système de l'ONU qui s'est réuni à Bali. Et puis là, ils disent, pour commencer ça, que bon, c'était les pays qui ont vu qu'il n'y avait pas d'autre façon de se sortir de la crise que de travailler ensemble. Mais attention, la crise est née d'une folie mondialiste aussi, parce que les subprimes, puis tout ce qu'on a vécu au niveau des dérapages, au niveau des bulles d'investissement, c'est beaucoup des mouvements qui ont eu des impacts parce qu'ils ont été finalement grandis à travers le monde. Ce n'est pas juste les États-Unis. C'était vraiment mondial. Donc, c'est sûr que ça prenait une réponse qui était extraterritoriale, mais nationalement parlant, tous les pays auraient pu tenir leur bout du bâton. C'est clair, sauf que c'était plus facile pour eux autres, même à l'époque, de s'en remettre à des organisations internationales qui ont été juste trop heureux de prendre l'argent, le pouvoir et le contrôle, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, ils l'ont encore à travers ce qui s'appelle le G20, qui est finalement le show de l'ONU avec les 20 économies les plus riches au monde. Donc, je ne sais pas si je vais me rendre là dans tout ce que je vais lire, mais c'est très facile pour l'ONU de demander des 100 milliards par année pour finalement lutter contre le carbone à cause des changements climatiques. Puis après ça, ils disent, en plus de ce 100 milliards-là, il y a un autre 100 milliards qu'on ne sait pas trop comment est-ce qu'il s'articule, qui lui irait pour les pays en développement, mais ce serait payé par les pays les plus riches, mais on n'aurait pas vraiment de compte rendu d'à quoi ça servirait. C'est l'ONU qui fait ce qu'il veut avec cet argent-là. Donc, c'est vraiment une prise de contrôle de nos finances nationales pour financer le gouvernement mondial et mondialiste, parce que ce n'est pas un gouvernement qui veut nous redonner du pouvoir. Je l'ai lu et tous les points donnent du pouvoir continuellement à la centralisation du gouvernement central. Mais il n'y a rien qui revient au Canada. Donc, c'est normal que quand Justin Trudeau revient du G20, il n'y a rien à dire. Il a donné son pouvoir à l'ONU autant qu'il a pu. Mais en bout de ligne, le peuple là-dedans du Canada, on se trouve à avoir qui, nous autres, en tant que représentants de notre pays? Bon, on a simplement un agent de service pour l'ONU. C'est tout. Puis l'ONU, ben, c'est la partie de l'ONU qui est évidemment très dark parce que nous, on ne sait pas ce qui se passe à l'ONU, à part ce qu'ils veulent bien nous révéler. Ce qui se passe derrière des portes closes, on n'en sait rien. Ce qui se passe dans un corridor, on ne le sait pas plus. Puis même si on voulait faire en sorte de démettre quelqu'un à l'ONU, on ne peut même pas. On n'a même aucun mécanisme pour le faire. On aurait beau faire des pétitions, on aurait beau faire des manifs, on aurait beau envoyer des lettres, ça tomberait tout dans l'oubli, puis ça ne serait même pas considéré. On est absolument insignifiant pour les gens qui gèrent à l'ONU. On n'existe pas pour eux, à part d'être des banques à pitons qui peuvent exploiter, puis endetter, puis tyranniser autant qu'ils veulent avec des passeports vaccinaux et toutes sortes d'idées qu'ils développent justement au G20, ben on n'est rien. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut, de toute évidence, sortir de cette immense imposture-là, puis reprendre tout notre pouvoir, sa presse, parce que de toute évidence, on ne fait que s'appauvrir. À chaque G20 qui va venir, oubliez ça, le Canada ne s'enrichira pas pantoute, on va faire que de l'endettement, puis que de l'exportation d'argent. C'est tout ce qu'on fait. Il n'y a aucun endroit dans le document sur les 52 points qui dit « Et le Canada recevra, mettons, des milliards, comme les milliards qu'on envoie à l'Ukraine. » Oubliez ça, là. On ne fait que s'appauvrir. Donc, il commence le point 2. Il parle des ravages causés par la pandémie de COVID-19. En fait, il faut faire attention. Il y a eu des gens qui ont eu des effets délétères de ce qui est assimilé être la COVID-19, mais les ravages ont été beaucoup causés par les mesures COVID de l'OMS. Ça, évidemment, comptez pas sur l'OMS pour le reconnaître. Eux autres, ils pensent qu'ils sont le bon Dieu et qu'ils n'ont pas besoin de confession. Mais ils en auraient besoin de plusieurs. Donc, ils disent notamment les changements climatiques. Parce que je vais vous lire la phrase, vous allez voir à quel point c'est tordu, parce qu'à chaque fois qu'ils parlent de COVID, ils essayent tout le temps d'introduire les changements climatiques. Regardez comment ils l'ont introduit. Ils ont dit, nous avons connu les ravages causés par la pandémie de COVID-19 et d'autres défis. Tu sais, ils auraient pu arrêter la phrase là, juste parler du COVID-19, parce qu'en soi,
Les mesures COVID ont été épouvantables. Pensez à l'Australie, pensez à Macron, pensez aux Pays-Bas, pensez au Québec. C'est incroyable ce qu'on a vécu comme tyrannie, là. Notamment, puis après ça, et d'autres défis, notamment le changement climatique. Pardon? COVID et changement climatique, ce ne sont pas les mêmes sujets. Pourquoi les mettre continuellement dans la même phrase? Là est la question. Donc, le changement climatique qui a provoqué un ralentissement économique. Ah, ben oui, hein? C'est sûr que si tu mets des taxes carbone sur absolument tout ce qui respire, que tu empêches le fertilisant de venir fertiliser les champs au Canada parce que ça avait le malheur de provenir de la Russie, que tu commences à finalement faire une guerre à la chaîne alimentaire, ben c'est sûr qu'il peut y avoir un ralentissement économique, mais c'est de ce qu'on peut voir, probablement intentionnel. Donc, de là à dire que ça a provoqué un ralentissement, dans la phrase, il manque l'éléphant dans la pièce, que tout ça n'est pas simplement le fruit d'un act of God. C'est quelque chose qui vient d'un act of quelque chose qu'on ne peut point nommer ici. Donc, ça a accru la pauvreté. Ben oui, quand tu fais ralentir tous ces pans-là de l'économie en même temps, c'est sûr que ça va accroître la pauvreté. Ça a ralenti la reprise mondiale. Là, il pourrait continuer à mettre à peu près 12 points que ça, c'est la conséquence de ce qui arrive quand tu détruis intentionnellement l'économie et les économies. Toutes ces choses-là arrivent. Le ralentissement de la reprise mondiale, l'entrave à la réalisation des objectifs de développement durable. Ah, ça, là, j'espère qu'il y en a chez vous qui commencent à grimper d'un rideau, là, parce que les objectifs de développement durable, c'est l'objectif de l'ONU, c'est l'objectif des mondialistes. Les 17 objectifs, ils ont l'air le fun, mais creusez-les le moindrement. Juste avec votre doigt, juste enlever le venir qu'il y a dessus. Vous allez voir, c'est toxique, incroyable. Tous les points sont faits pour contrôler. Tous. Quand ils disent d'aider à l'alimentation, vous lirez très exactement comment c'est marqué. C'est surtout de les mettre en contrôle, eux, parce qu'ils veulent que tout soit soutenable. Donc, tout ce qui pousse dans la nature, ben, c'est pas nécessairement soutenable. Ça peut arrêter n'importe quand. C'est beaucoup mieux de le faire pousser dans une usine, de faire croître, comme je vous ai fait le reportage sur le biomilk, qui était passé à Théovox. Vous retournerez écouter cette émission-là, elle était passionnante. Ben, c'est clair et net que le biomilk qui est poussé en usine, c'est du lait maternel fait en usine à partir de bactéries. Et puis ça, les micro-organismes, ils sont capables de le faire, mais encore là, est-ce que c'est ça qu'on veut? Parce que le lait maternel a des centaines de propriétés extraordinaires pour l'enfant et le lait fait en laboratoire en avait, si je me rappelle bien de mémoire, quelque chose comme 5, mais du bout des dents, là. C'était vraiment très difficile d'avoir ces bénéfices-là. Donc, essentiellement, moi, ce que je vous parle ce soir, c'est un engagement, une déclaration des 20 leaders des pays les plus riches au monde qui disent que finalement, les ravages causés par la pandémie de COVID-19, tout ça, ont entravé la réalisation des objectifs de développement durable. Mais vous avez compris que la manière dont ils ont structuré leurs phrases, c'est simplement pour aller chercher plus d'argent en disant « Ah, nos objectifs n'ont pas fonctionné comme on voulait. Donc, vous devez nous financer encore plus pour rattraper le temps perdu. » Puis plus tard dans le document, je ne sais pas si je vais me rendre là, mais plus tard dans le document, il parle qu'il faut qu'on fournisse 100 milliards pour, pas nécessairement juste le Canada, mais que ce soit fourni à l'ONU. Il faut qu'on fournisse 100 milliards pour les années 2020 en montant, mais on est en 2022. Puis ça laisse entendre, sans l'expliquer clairement, qu'il faudrait faire un rattrapage de 200 milliards plus l'autre 100 milliards qu'il va falloir reverser en 2023 pour compenser l'ONU. Et on comprend que quand ils disent et à entraver la réalisation des objectifs de développement durable, c'est entre autres le point 17 avec la fameuse lutte au carbone. Donc, on peut comprendre que tout ça est lié. C'est un texte qui est fait sur mesure pour canaliser des sommes absolument colossales, sans arrêt et sans fin à l'ONU. Cette déclaration-là, c'est la confirmation de l'appauvrissement perpétuel des peuples, à moins que les peuples se lèvent et disent, écoutez, la blague a assez duré. C'est assez, on arrête ça là. C'est pas vrai qu'on va commencer à s'appauvrir pour toujours, pour financer la Suisserie, puis ces technocrates qui veulent nous amener dans le transhumanisme. De plus en plus, ils le disent eux-mêmes de toute façon. C'est même pas de la science-fiction, c'est rendu là. Donc, il faut mettre le point à la ligne et dire c'est terminé.
parce que ça ne fonctionne pas pour nous, ça fonctionne pour l'ONU, mais pas pour nous. Puis les objectifs de développement durable, c'est de quelle couleur on va peinturer la prison dans laquelle on va nous-mêmes s'embarrer, avec le cadenas qu'on aurait payé de nous-mêmes sans même le savoir parce que les dirigeants étaient payés par le geôlier qui, lui, va nous garder en prison par après et va utiliser les barreaux afin de nous faire sauter dans des cerceaux et va finalement nous garder dans un esclavage perpétuel. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Donc, il faut comprendre parce que tous les médias, les grands médias que j'ai vus, ont tous parlé de la déclaration de Bali. Il y avait presque un air poétique. Les gens voyaient presque le resort avec l'eau turquoise en disant ah, une déclaration de Bali, que c'est poétique. Non, c'est un acte de guerre contre les peuples. C'est comme je ne sais pas comment réveiller les gens parce qu'à ce point-ci, ceux qui sont réveillés le sont tellement, qui ont les yeux qui sont pétillants puis ils savent. Puis ceux qui ne sont pas réveillés, ils ont juste hâte de l'écouter leur prochain téléroman. Ça n'est quasiment décourageant. Ils ne comprennent rien parce qu'ils ne se sont pas mis la tête là-dedans parce qu'ils sont déjà probablement très sollicités dans toutes les autres sphères de leur vie. Je ne leur en veux pas, bien entendu. Mais il y a quelque chose qui manque parce que le show le plus hot en ville, il n'est pas au théâtre, il est dans ce document-là. Il est à la Maison-Blanche. Allez lire. Vous allez avoir un haut le cœur à un moment donné quand vous allez arriver au point 16, 17, 18, où est-ce que ça parle justement des taxations carbone. Là. Vous allez voir que ça fesse. Puis vous allez voir que ce que Trudeau a fait au Canada, c'est un agenda pour le monde entier. Puis quand vous dites ah ben non, mais ça ne me touchera pas, moi, je vais continuer avec mon Honda CR-V, puis je vais continuer à rouler. Allez lire. Parce que vous allez voir que la guerre au pétrole, elle est très réelle, elle arrive très vite. Puis les objectifs 2025, 2028, 2030, puis ça va aller jusqu'à 2050, c'est déjà tout planifié. Peut-être pas dans les fins de détail, mais les grandes lignes sont toutes là. C'est de plus en plus vous qui allez devoir faire des sacrifices énormes juste pour rester à la hauteur de ce qu'ils vous disent d'aller chercher. Et à chaque étape, vous allez voir que votre liberté s'en vient de moins en moins grande à chaque fois. Vous allez être monitoré, vous allez être suivi. Puis évidemment, les CBDC, j'espère que tout le monde a compris, avec l'identité numérique, ça va devenir la base du crédit social. On fait déjà l'expérience d'une forme de crédit social dans les réseaux sociaux. Dès que vous vous mettez à dire la vérité, ben, c'est immédiatement fact-checké par des gens qui sont à la fois juges et partis, parce que non seulement ils publient la nouvelle qu'ils veulent bien, mais en plus, ils publient eux-mêmes le fact-check qui fait leur affaire. Et souvent, si vous lisez les fact-checks, moi je le fais parce que je suis curieux, puis vous allez voir qu'ils disent tout le temps, ben pas tout le temps, mais souvent ils disent un verdict. Puis dans le verdict, la phrase va être vraiment longue. Puis même si la nouvelle au départ avait un élément de vérité, ils vont le mixer avec un élément qui, lui, n'était probablement même pas mentionné dans la nouvelle. Puis ils vont dire, puisque ce détail-là n'avait pas été mentionné, c'est jugé comme étant trompeur ou quelque chose comme ça. Fait qu'ils manufacturent de toutes pièces un fact-check qui est malveillant, mais il faudrait que dans la population, on ait les moyens de fact-checker les fact-checkers. Et malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on a les moyens de faire, vous le voyez bien. Et puis, on n'est pas organisé comme leur équipe est organisée. Donc, ça fait en sorte qu'on se retrouve à être finalement censuré en raison de choses qui auraient dû être fact-checkées pour remettre les choses au niveau de la raison et de la vérité et non pas d'une tendance trompeuse qui est jugée comme étant la vérité parce que ça sort de l'AFP, ça sort de Reuters, ça sort d'organisations finalement qui appartiennent à des castes très puissantes qui sont là pour manipuler l'opinion publique. Et l'opinion publique qui est très pressée, qui n'a pas le temps de lire, qui n'a pas le temps de ben elle fait son possible juste pour exister, juste pour arriver. Fait qu'elle ne peut pas tout suivre. Donc, elle se dit, bon, ben, à tout choisir, je vais prendre ce qu'on me donne, puis je vais penser que c'est vrai. Mais c'est malheureusement, en ces temps-ci, un piège. Il faut éviter de tomber dans ces pièges-là. Il faut travailler sur... C'est pour ça que j'arrête pas de le dire. Je vais le répéter parce que c'est un message qui passe, mais juste à moitié, on dirait. Il faut retourner à son cœur pour être capable de se faire confiance assez pour sortir notre propre trésor d'intelligence, de compréhension, d'intellect qu'on applique à des choses qui vont nous servir nous, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Si vous êtes capable de bien prendre soin de vous dans votre vie, autrement dit, de sortir des systèmes de contrôle et de rentrer dans ce qui fait du sens pour vous, vous allez vous retrouver puis vous allez permettre à tous ceux qui vous entourent de vous trouver vous.
Mais c'est absolument pas ce genre de discours-là qu'on entend dans la déclaration de Bali. Vous l'aurez compris. C'est très technocratique, c'est beaucoup des règles, puis même si le but n'est pas de l'appliquer demain matin, c'est un peu comme Jean-Claude Juncker le disait, d'envoyer quelque chose vers le public, de voir si le public réagit, puis si le public ne réagit pas, on avance à plein la caisse, ils ne verront rien aller. Puis de toute manière, ils n'étaient pas assez intelligents ou assez allumés pour contester ce qu'on fait. Donc, on va le faire. Puis, ils chialeront peut-être un petit peu, mais ils ne pourront pas nous renverser. Puis, tabarouette, il a raison. Puis, il avait dit ça en 1999. C'est pas récent, là. Donc, il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont ce genre d'approche-là et la déclaration de Bali du G20, ça va exactement dans cette direction-là. C'est parfaitement la même idéologie. Il n'y a rien qui a changé. Donc, ça dit, il y a eu des discussions, ça dit au point 3, je vais y aller comme ça. Je ne ferai pas tous les points en passant, je vois bien que le temps passe et que vous avez une vie, là. Cette année, nous avons également été témoins de l'impact négatif de la guerre en Ukraine sur l'économie mondiale. Oui, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui est devenu une guerre de proximité de l'OTAN contre la Russie, parce que c'est comme ça que ça s'est passé et c'est comme ça que ça se finance aujourd'hui, parce que c'est certainement pas l'Ukraine qui a les moyens de se battre contre la Russie, mais avec l'OTAN qui met tout son poids monétaire là, plutôt que d'aider ses propres populations à faire face à l'inflation qui monte justement en raison des choix catastrophiques liés, entre autres, à l'Ukraine, bien évidemment, ça finance la guerre, ça finance les conflits, puis ça fait en sorte que la paix n'arrive pas. Donc, il y a eu une discussion sur la question. Donc, évidemment, on comprend que le G20, la discussion sur la question, ouais, ça vaut ce que ça vaut. Ils ont réitéré leur position nationale telle qu'exprimée dans d'autres enceintes. Ben oui, on ne pouvait pas s'attendre à rien d'autre. Du signalage de vertu entre les vertueux, y compris le Conseil de sécurité des Nations unies. Ben oui. L'Assemblée générale des Nations unies. Encore les Nations unies. Finalement, les peuples, là, ils n'ont comme rien à dire. C'est vraiment des cadres idéologiques extrêmement contraignants. Puis si tu n'es pas là-dedans, ben, tu ne fais pas partie de la gang. C'est vraiment fou, là. Donc, il y avait des choses qui avaient été adoptées à majorité. La Fédération de Russie avait dit des choses. Puis là, ça freine la croissance. Donc là, on voit que l'ONU est en train de se donner des excuses pour dire que ça a augmenté l'inflation. Donc, quand les gens vont dire, mais comment ça se fait qu'il y a de l'inflation comme ça dans les pays? Ils vont dire, c'est à cause de l'Ukraine, c'est à cause de la Russie. Puis perturber les chaînes d'approvisionnement, c'est à cause de la Russie. C'est fascinant. C'est un manuel d'instruction, ça, cette déclaration-là, pour ramener, mettons, aux États-Unis ou mettons au Canada, pour que les fonctionnaires puissent dire, en conformité avec la déclaration du G20 à Bali, il y a eu une augmentation des risques pour la stabilité financière. Mais c'est à cause de la Russie. Vous voyez comment c'est tellement, mais tellement scripté. C'est fascinant. C'est fascinant de voir que ces gens-là, finalement, se réunissent entre eux à nos frais pour aller scripter ce qui va devenir le prochain épisode de tyrannie contre les peuples. Parce que tout ça est fait pour l'ONU, pour justifier les décisions qui sont prises contre nous et pour des intérêts qui ne sont clairement pas les nôtres. Et tout ça est finalement coordonné. Comme ça, les gens disent, ben ils l'ont fait en Australie aussi. Oui, parce qu'ils suivent tous le même script. Après ça, ils disent, au point 4, ça c'est de toute beauté, il est essentiel de faire respecter le droit international. Il est essentiel. Ouais, mais c'est parce qu'on a des droits nationaux, nous autres aussi. Comment ça se fait qu'il n'est pas essentiel de faire respecter les droits nationaux? Et le système multilatéral, ça c'est le système de l'ONU essentiellement, le système des organisations de l'ONU qui sont les polices de ce système-là multilatéral. Tout ce qui est multilatéral, c'est le CFR, c'est les think tanks, c'est le fait que tu ne peux pas bouger si tu ne m'en as pas parlé. Si tu as bougé et tu ne m'en as pas parlé, tu crées un conflit. Puis c'est une camisole de force géopolitique qui préserve la paix et la stabilité. Ben oui, qui immobilise le chien dans sa niche. C'est sûr qu'il y a de la paix et de la stabilité. Il va japper toute la journée, il va s'épuiser, puis de la stabilité. La niche n'a pas bougé. C'est ça le multilatéralisme. Cela comprend la défense de tous les buts et principes.
tous les buts et principes. Ça me fait penser à vous devez adhérer à tous les objectifs de développement durable. C'est exactement la même verbiage, c'est la même affaire. Cela comprend la défense de tous les buts et principes inscrits dans la Charte des Nations unies. Bien sûr, pas de danger que ce soit la Constitution américaine ou la Constitution canadienne. Non, non, il faut transiter les peuples dès maintenant vers la Charte des Nations unies qui elle-même est très limitative et le respect du droit international humanitaire. Qu'est-ce que c'est ça? Le droit international humanitaire, parce que chaque humain souverain va respecter les autres humains souverains. Ça veut dire que tout ça, c'est pour être appliqué afin d'adresser des conflits qui souvent viennent de l'action même de l'ONU et de ses organisations. Donc, il faut faire attention à ces termes-là parce que c'est simplement une forme de circularité du langage. C'est tout ce que c'est, y compris la protection des civils et des infrastructures. Parce que vous savez que les polices ne sont pas là pour défendre le peuple, ils sont là pour défendre les puissants et leurs avoirs. C'est tout. Donc, ce n'est pas différent pour l'ONU, c'est simplement qu'il le marque dans ces mots-là. Donc, la protection des civils et des infrastructures dans les conflits armés. Évidemment, ça leur ouvre la porte que si le conflit est armé, ils vont pouvoir remonter dans la phrase puis dire, ben là, on doit assurer la protection des civils. Donc, ils vont probablement dire, ben, vous devez rester chez vous, vous devez vous isoler, vous devez faire ce qu'on dit pour votre protection. C'est toujours l'argument, hein? Donc, on ne sait pas de quelle manière ils vont tordre ça, mais de la manière que c'est écrit, ça ouvre un grand nombre de potentiels et il n'y en a aucun qui est le fun pour vous. À part dans de très rares cas où peut-être qu'ils feraient un coup de théâtre, un dixième de la pièce de théâtre où est-ce qu'ils font du bien aux gens pour dire, ben regardez, on vous a fait du bien, puis authentiquement, ils en ont fait, juste pour être sûr de mêler tout le monde. Puis après ça, ils reviennent avec le programme principal qu'on connaît très bien depuis mars 2020. Donc, le règlement pacifique des conflits. Ah oui, parce qu'on le voit en Ukraine puis en Russie, ça marche très bien, les règlements pacifiques des conflits actuellement, avec Zelensky qui a le point dans les airs continuellement. C'est pas exactement un règlement pacifique des conflits. Lui, il a pas reçu le mémo, on dirait. Les efforts pour faire face aux crises. Ben oui, hein, les crises qui sont déjà en partie faites pour faire en sorte de faire tomber les peuples sous le joug de contrôle, ainsi que la diplomatie et le dialogue. Ah oui, mais c'est juste de la diplomatie entre diplomates, c'est juste du dialogue entre élites. Donc, ils disent que tout ça est essentiel, mais le peuple ne fait pas partie de rien. C'est comme si 7 milliards d'individus ou plus étaient complètement évacués de cette déclaration-là. On n'existe pas. Ils disent l'ère d'aujourd'hui ne doit pas être celle de la guerre. Wow! Il aurait quasiment fallu en parler dans tous les pays qui ont vécu la guerre récemment, le Yémen, la Syrie, probablement l'Iran dans pas longtemps, et bien sûr, l'Ukraine qui, dans son sillon, va probablement en embarquer un paquet d'autres autour. Ça dit ensuite au point 5, au moment critique actuel pour l'économie mondiale, il est essentiel que le G20 comprenne des actions tangibles, précises, rapides et nécessaires. Ils en veulent l'ONU, hein? Ils grattent l'ONU, hein? Ils vous veulent en utilisant tous les outils politiques disponibles pour relever les défis communs. Attention, là, y compris par le biais d'une coopération macroéconomique internationale, oui, le Canada qui finance l'ONU, et de collaboration concrète. Ça veut dire le Canada qui se met à genoux devant l'ONU parce que l'ONU ne se mettra jamais à genoux devant le Canada pour nous aider d'aucune manière. Ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Ce faisant, nous restons déterminés à aider les pays en voie de développement. Ça, je suis plus capable d'entendre. Plus capable d'entendre parce que les pays en voie de développement sont l'excuse depuis que je suis né. Quand on passait avec l'UNICEF, avec les petites boîtes dans le cou, c'était pour aider les pauvres. Ben, des décennies plus tard, les pauvres ne sont toujours pas sortis de la pauvreté. Donc, le système de l'ONU, là, quand il dit déterminé à aider les pays en voie de développement, là, oui, il va peut-être y avoir des aides, mais non, ça ne les aidera pas. Il faut faire attention à mettre les choses au clair à ce niveau-là. Si ça fait quasiment 50 ans qu'il n'y a absolument rien qui a vraiment aidé pour vrai, parce qu'ils sont encore dans une pauvreté abjecte, ben, ça veut dire que le système ne fonctionne pas. Fait que de continuer à être déterminé dans ce même système-là, c'est pas exactement d'aller dans le sens d'une saine créativité. C'est dans le sens d'aller vers ce qui marche déjà pas.
Donc, il parle ensuite de ça, en particulier les États les moins avancés et les petits États insulaires en développement. Hey, ça, ils doivent-tu faire la passe, l'ONU, avec ces petits États-là? Premièrement, ils n'ont aucune force de contrepoids contre l'ONU qui se présente là avec ses gros sabots, les jets, les 4x4, l'argent, les gros salaires. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Fait qu'eux autres sont juste contents de voir arriver un peu d'aide, ne comprennent pas trop où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit. Puis après ça, ben, le money shot pour l'ONU, c'est de dire, ben, nous aidons le petit État, le petit pays en développement qui en a besoin. Alors, tous les pays riches, envoyez-nous des milliards, on a besoin de ça pour aller faire la pluie et le beau temps sur une île quelque part dans le Pacifique. C'est très habile, c'est une opération à grande échelle d'aspiration des richesses des peuples vers un complexe politico-machiavélique suisse qui fonctionne à merveille, de toute évidence, parce qu'on le voit, c'est eux autres qui mènent au G20. Et puis, les leaders ont simplement signé un document je suis certain qu'ils ne le comprennent même pas, parce qu'il n'y a aucun leader qui se tient debout et qui a une colonne qui aurait accepté ça. Aucun. Mais ils l'ont tous signé. Donc, ils sont tous à genoux devant le développement durable. Donc, ceux qui disent, ben non, c'est pas l'ONU qui mène au Canada. Ah ouais? Trouvez-moi un seul ministère qui ne fait pas appel aux principes durables, à un niveau ou à un autre, aux objectifs de développement durable, au fédéral, au provincial et dans les grandes villes. C'est comme une infestation de parasites. C'est que du développement durable mur à mur. Puis là, on voit que le G20, ils ne font que remettre une couche par-dessus ce qui est déjà là et qui est déjà indigeste. Donc, ils disent, compte tenu de ce qui précède, nous allons, oh boy, nous allons, c'est tenez-vous bien les peuples, c'est ça que vous allez devoir avaler de la mauvaise façon et au pire moment et dans les pires quantités. Ils disent, restez agiles et flexibles dans nos réponses de notre coopération en matière politique macroéconomique. Ah, que c'est bien dit. Ça veut dire, donnez-nous tout l'argent, puis on fera bien ce qu'on en veut avec. Parce que qu'importe ce qu'ils vont faire, ils vont dire, ah, nous sommes restés agiles et flexibles. Oui, mais je t'ai donné 2 milliards pour que tu fasses ça. Ah, attention, nous avons ajusté notre réponse de coopération et nous sommes restés agiles et flexibles. C'est des mots qui sont faits comme du sable mouvant pour prendre les gens dans des trappes idéologiques, des trappes technocratiques ultra efficaces, où tu ne peux pas vraiment argumenter avec quelqu'un qui dit « nous sommes restés agiles », puis après ça, qui pointe un bottin téléphonique de données qui ont été analysées par une intelligence artificielle qui a fait une projection ou une modélisation avec un professeur du Imperial College of London, puis qui dit « ah, mais le bottin téléphonique de données donnait ça dans l'intelligence artificielle », puis là, il met un graphique avec un bâton de hockey, tout le monde vire fou avec des... Tu sais, les mignons, quand ils se mettent à courir avec un chapeau avec une lumière qui tourne, ça fait penser à ça. Et puis, évidemment, ils mettent en place toutes les pires politiques macroéconomiques ou même microéconomiques possibles. Donc, ils disent ensuite, nous ferons les investissements publics. C'est comme ces investissements-là, il faudrait que ce soit national. Il faudrait que la conversation soit nationale et non pas la résultante d'une déclaration qui est d'abord onusienne. Enfin bref, tout est par en arrière. C'est comme s'ils faisaient exprès de prendre tout ce qui est beau, tout ce qui est grand, tout ce qui est noble, tout ce qui fonctionne, puis de le détruire à la faveur de leur manière à eux de construire la logique des choses. C'est fascinant, puis en même temps, c'est terrifiant de voir ça. Les éléments privés et renforts, ils disent, donc, nous ferons les investissements publics et les réformes structurelles. Les réformes structurelles, oh my God. Favoriseront les investissements privés. Ben oui, hein, c'est le fun. On a encore quoi en avril 2022? Une usine qui va fabriquer des insectes à Drummondville qui a eu quoi? 21 millions du gouvernement du Québec? C'est bien hein, de favoriser les investissements privés. On va les manger, les insectes, hein, si ça continue comme ça, puis qu'on n'est pas capable de faire valoir le fait qu'un humain ne devrait pas manger des insectes. Ben, on va peut-être se ramasser là. Hein? Et renforceront le commerce multilatéral. Encore la multilatéralité, où est-ce qu'on est finalement dans la prison de la multilatéralité.
Et la résilience des chaînes. Ça, je suis plus capable de voir le mot résilience, plus capable, parce que je sais très bien que le mot résilience, c'est un mot code pour l'ONU pour soit prendre du contrôle, soit prendre du financement, soit mettre encore plus de règles pour que la résilience ait lieu selon leur idée de la résilience, qu'importe ce que leur idée sera ce jour-là. Donc, les chaînes d'approvisionnement mondial, ben oui, déjà qu'avec l'OMC, en contrôle un paquet, évidemment, ils veulent que le mot résilience soit militarisé contre ceux qui auraient des bonnes idées pour que la chaîne d'approvisionnement mondiale puisse passer outre leur système afin de les faire, de leur casser les jambes puis que ça revienne dans leurs mains à eux. Pour soutenir une croissance à long terme, attention, la croissance à long terme, c'est-tu parce qu'on mange plus d'insectes ou c'est parce qu'on mange mieux? Il n'y a rien là-dedans qui est qualitatif. La croissance, c'est quantitatif, puis il peut y avoir des choses terrifiantes, comme le fait que les magasins disent on fait des profits qui sont records, mais c'est parce que les prix ont monté partout. Quand le gouvernement dit on reçoit des montants records en taxes, c'est parce que le prix des produits monte tellement que les taxes sont plus payantes pour les gouvernements. C'est un racket, c'est une mafia, c'est une façon de faire qui est contre nous à tous les niveaux, puis ils nous rient en pleine face en nous disant que les choses vont tellement mieux pour eux, en sachant très bien que c'est parce que pour nous, ils vont de pire en pire. Mais si leur but, c'est de nous garder à genoux, ben, leur principe fonctionne comme un charme. Alors, c'est un peu ce qu'on voit. Donc, ils disent ensuite à l'autre phrase, en fait, ils finissent la phrase en disant pour soutenir une croissance à long terme, ça c'est ce que je venais de lire, des transitions durables. Le mot transition, là. J'espère que vous comprenez qu'on ne transite pas vers mieux, là. Durable et inclusive. OK, ce mot-là, inclusif, là, plus capable. Euh, ça, là, je veux dire, il inclut tout sauf un homme ou encore mieux, un homme blanc. Je veux dire, c'est purement et simplement ça. Tous ceux qui cherchent une job euh, pour l'équité en diversité, ça porte un nom, là. Euh, c'est que si tu es handicapé, une femme, un autochtone ou finalement des minorités visibles, tu passes avant un homme blanc à compétence égale. Donc, ça fait en sorte que l'homme blanc est toujours en bas de la pile. Puis après ça, ils disent, ben, on ne comprend pas, ils s'appauvrissent, ben, on ne comprend pas, ça n'a pas l'air à marcher pour eux, puis on ne comprend pas, ben non, ils ne comprennent pas, hein. Ils font des règles pour être sûrs que rien marche. Ben là, ils vont le faire, mais au niveau mondial, avec des mots, justement, qui sont militarisés contre nous autres, encore une fois, qui est le mot inclusif. Parce qu'évidemment, le mot inclusif, j'espère que les femmes, vous n'êtes pas dupes non plus, là. Ils veulent simplement vous faire rentrer dans le marché du travail partout dans le monde, comme ils ont fait en Occident, afin de doubler la base d'imposition. C'est tout simplement ça. C'est pour concentrer encore plus de richesses entre les mains des gouvernements qui, eux autres, font bien ce qu'ils veulent avec. Et ça fait en sorte qu'ils peuvent offrir encore plus de services, donc garder les gens encore plus dépendants, parce qu'il n'y a plus personne qui est maître de la maison. Tout le monde est à l'extérieur de la maison. Le père, la mère, les enfants, les personnes âgées, tout le monde est parti. Donc, ça fait en sorte que tout le monde devient extrêmement fragile parce que tout le monde est un petit peu dans sa petite roue de hamster. Et c'est ça, l'inclusivité à la sauce mondialiste. C'est ce qu'on observe partout autour de nous. Vous ne pouvez même pas dire le contraire. Donc, ils veulent également que ce soit des transitions vertes et justes. Mais justes pour qui? Certainement pas pour les hommes blancs lorsqu'ils cherchent un job ici au Canada. Ça, je peux vous en passer un papier. Puis verte. Verte, ça veut dire quoi, verte? Déjà qu'ils font la lutte au carbone, ben c'est complètement l'inverse là, de dire que vous voulez que ce soit vert. Parce que si vous voulez que ce soit vert, il faudrait qu'il en reste du carbone. Mais ça, c'est des logiques qui échappent complètement aux gens qui sont derrière ça pour faire des règles qui sont comme des prisons. Nous assurerons la viabilité budgétaire à long terme, ben oui, en épuisant le peuple pour des moulins à vent mondialistes, pour exporter l'argent à long terme. Donc, j'espère que vous comprenez que si on ne met pas notre pied à terre maintenant, on est là-dedans pendant des décennies, puis nos enfants vont nous regarder en disant, t'as laissé faire ça, mais qu'est-ce que tu faisais là? Ben, c'est ça qui se passe. Donc, je ne cherchais pas plus loin que ça, là. Donc, ils veulent que les banques centrales s'engagent à assurer la stabilité des prix. Attention, la stabilité des prix, on ne veut pas que les prix soient maintenus à des niveaux élevés. On veut que les prix soient justes, oui, mais on ne veut pas que les inflations fassent monter le standard du prix qui est qualifié de normal, parce que là, on va se trouver à être pénalisé sans bon sens, puis pour très longtemps.
Ou encore, ils vont simplement remplacer la viande par des insectes, puis ils vont dire, vous n'aurez rien, vous serez heureux. Hein? Enfin bref, je vois que le temps passe. Je vais aller voir combien de temps j'ai parlé. Wow! J'ai dépassé l'heure. Donc, essentiellement, ce que je veux vous dire, c'est que ce à quoi on assiste, c'est un travail mondialiste. C'est ça que c'est, cette déclaration-là. J'invite tout le monde à aller le lire. Malheureusement, comme vous voyez, ça m'aurait pris probablement 24 heures passées au travers de tout ce qu'il y a là-dedans, point par point. Mais je pense qu'avec tout ce que j'ai dit, vous avez compris un peu le mécanisme, la façon de faire, la manière dont ils s'y prennent pour créer les documents cadres qui vont venir par la suite, finalement, changer complètement la vie des peuples, votre vie. Puis ils vont toujours pouvoir se renvoyer le doigt les uns aux autres parce qu'ils sont dans un système multilatéral. La raison pour laquelle ils vous oppriment sera toujours une raison qui est vaporeuse, vaseuse. Ils vont vous répondre développement durable, ils vont vous répondre lutte au COVID, ils vont vous répondre lutte au carbone, ils vont vous répondre toutes sortes de choses qui sont vaporeuses, pas claires, pour la diversité, pour l'inclusivité, pour la transition, pour transiter. Mais on ne comprendra jamais rien parce que c'est un agenda mondialiste qui utilise des mots-clés qui sont décodés pour eux comme renvoyer plus d'argent à l'ONU, reprendre plus de pouvoir à travers notre réseau, faire des initiatives mondialistes où est-ce qu'on reprend des terres pour ensuite attendre 2 ans puis les développer en disant « Ah, il faudrait les développer pour pouvoir mieux les financer ». C'est des prises de contrôle des mondialistes. Ils veulent prendre le monde et ils le font. Puis ils s'organisent en bande pour le faire. C'est la raison pour laquelle je trouve ça épouvantable. Ces gens-là ont des budgets illimités. Ils mangent du caviar autant qu'ils en veulent. Puis nous autres ici, on travaille pour le peuple, puis on a zéro. On n'a rien. On n'a rien. D'ailleurs, des fois, il y en a qui se demandent, on va être capable de continuer? On n'est pas aidé. Ou des fois, on l'est, mais un petit peu, puis après ça, pouf, ça retombe, puis les gens oublient, puis ils retournent à lutter les romans, puis... Enfin. Mais vous êtes là. Vous êtes là, puis c'est important de vous retrouver vous. Ce moment-ci dans votre vie, c'est un moment infini si vous l'habitez. Puis, tu sais, ceux qui disent que... Enfin, je n'entrerai pas là-dedans. Mais il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe, puis si vous ne le faites pas, il n'y a personne d'autre qui va le faire à votre place. Je dis bien personne. Puis c'est important que vous le compreniez parce que parfois, les gens sont sous l'impression que le gouvernement va le faire. Mais là, vous l'avez la preuve, là, le gouvernement ne le fera pas pour vous. Ils vont en faire des choses, mais pas pour vous. Ça, c'est garanti. Puis, s'il fait des choses pour vous, dites-vous qu'il y a un objectif ultérieur à ça ou c'est littéralement quelque chose qui va cesser l'année prochaine parce que c'était trop bon, là. Comme la PCU, de venir plus tard réclamer l'argent de la PCU, vous voyez bien que ce n'était pas pour aider les gens, c'était simplement de l'argent qui a été balancé, pelleté en avant, puis là, il la récupère. Puis il garde les gens finalement bien dociles. C'est tout ce que c'est. Donc, c'est des cadeaux empoisonnés à chaque fois. Et c'est important que vous le compreniez. La plupart de ceux qui m'écoutent, vous l'avez déjà tout compris, donc je n'insiste pas là-dessus. Là. Mais c'est important qu'on réussisse à avoir une conversation, pas forcément de partager mon vidéo parce qu'il est peut-être un petit peu trop clair, mais d'aller à la rencontre de l'autre, puis d'écouter où est-ce qu'il est rendu, puis d'essayer de voir s'il n'y a pas des ouvertures à peut-être avoir le goût de lire un paragraphe de ce type de déclaration-là, puis de dire, est-ce que tu penses que ça te reflète toi? C'est ça que tu veux vraiment? Puis si la personne dit, ah, moi j'adore les objectifs de développement durable, tu lui dis, as-tu vraiment lu c'était quoi les objectifs de développement durable? Tu sais, au-delà de juste le slogan au début, qui est quand même très bien rédigé, là. Mais vraiment lire, c'est quoi? C'est une concentration de pouvoir. Recule ta caméra un peu puis regarde ce que c'est. C'est une concentration de l'argent vers un groupe extrêmement organisé en Suisse. C'est ça que c'est. Eh bien, quand tu enlèves le vernis, tu vois de quoi ça a vraiment l'air. Puis là, tout à coup, tu te mets à voir la vraie couleur de tout ça, puis ça fait peur. Donc, de dire, écoute, tu es une personne brillante, tu es une personne avec plein de talents, plein de super de belles caractéristiques, mais si tu as laissé ça passer, c'est peut-être que tu t'aimes pas assez pour être capable de faire face à ça en disant, ben là, moi, j'existe aussi, là.
vous autres, vous avez des objectifs, mais là, c'est prédatorial, votre affaire. Puis ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Puis c'est tout le peuple au complet qui doit se lever. Ce n'est pas juste des gens qui sont supposément plus éveillés que les autres, parce qu'en réalité, c'est qu'on a concentré notre attention sur quelque chose, puis d'autres sont éveillés à d'autres affaires en société, ce qui est une très bonne chose, parce qu'on veut de la variété de connaissances en toutes choses, bien entendu. Mais il faut qu'il y ait une forme de conversation, qu'on rebâtisse des ponts, qu'on soit capable d'expliquer calmement que ce qui est là va être extrêmement difficile pour nous parce que même la personne qui gagne un bon salaire aujourd'hui a elle aussi parfois de la difficulté à arriver, ce qui n'est pas normal. Il devrait y avoir un rééquilibrage au niveau mondial qui passe par le fait de se débarrasser de l'homme de paille dans un premier temps, au niveau macro, d'en finir avec la fiction. Tout ce qui est autour de la loi maritime, tout ce qui est autour de la loi de l'amirauté, tout ce qui est autour du système d'injustice, de tous les systèmes onusiens finalement. Il faut garder ce qui est de bon puis débarrasser de ce qui ne l'est pas. Puis il faut sortir des dogmes qui nous emprisonnent. Parce que c'est confortable un dogme, on a l'impression d'avoir tout compris parce qu'on adhère à un dogme qui, lui, est cadré. Mais en même temps, on s'éloigne de plus en plus de notre cœur, de qui on est. Puis si on n'est pas capable d'exprimer notre individualité sans être censuré, shadowbanné, bloqué, persécuté, ben il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis quand c'est des milliards d'humains qui sont rendus à devoir faire face à différents degrés de ça, ben il faut qu'on agisse. On ne peut pas rester de glace devant quelque chose d'aussi grave. Puis c'est à nous d'agir parce qu'on le voit, eux, ils agissent. Ils agissent et ils le font. Ils se financent entre eux, ils sont sérieux entre eux, ils se parlent entre eux, puis ils font des plans. Puis s'ils les faisaient pour nous, ce serait le fun. On aurait des gens qui travaillent en bienveillance, mais c'est clairement pas le cas, là. Et puis, c'est à nous de prendre le relais et de dire, attention, notre vision du monde est différente. C'est une vision qui est bienveillante. Et donc, on ne peut pas commencer à introduire de la technocratie tellement que ça écrase le peuple et les individus. On veut quelque chose qui libère, qui donne des ailes, qui donne espoir, qui correspond au niveau vibratoire où on veut être. On ne veut pas être dans un niveau vibratoire très bas où tout le monde est tout le temps en conflit puis en concurrence les uns contre les autres. On veut se donner la main puis dire, ah ben voilà, toi tu es bon dans telle chose, fais telle chose, toi tu es bon dans telle autre chose, fais telle chose, mais qu'on puisse le faire à visière levée sans tout le temps avoir à se regarder en chien de faïence comme des concurrents ou comme des gens qu'il faut noter parce que la structure nous dit qu'il faut noter l'autre personne. Regardez tous les gestionnaires dans les hôpitaux. Ils sont là comme des yeux d'aigle, puis ils surveillent les infirmières, les secrétaires, les médecins. Il y a des comités pour toutes, même pour les préposés aux bénéficiaires, puis les gens de ménage. Parce que le but, c'est de surveiller. Étais-tu là à l'heure? As-tu fait ce qu'on t'a demandé dans ta description de tâches? Les ressources humaines, c'est parfois des départements qui sont intransigeants. Il ne faut pas penser que c'est juste des calinours, là. Puis, à quelque part, ça rend les gens, finalement, j'allais dire agressifs, mais ce n'est pas le cas, là. Ils sont continuellement agressés par cette technocratie-là. Pas forcément par les gens qui sont dans la technocratie, parce qu'il y a des gens qui essayent de mettre un sourire sur tout ça, puis parfois ils y parviennent, là. Mais la technocratie comme telle, moi j'appelle ça la tyrannie des feuilles Excel dans toutes les organisations d'envergure, pas juste au gouvernement, dans les grandes organisations aussi, celles où des gestionnaires passent leur vie à courir après les détails pour pouvoir un jour mettre à la porte un employé qui n'aurait pas fait très exactement ce qu'on lui aurait demandé, puis les employés qui n'en dorment pas la nuit parce qu'ils n'ont pas réussi à faire un des 28 objectifs dans leur feuille d'embauche de travail. C'est comme ça que ça marche actuellement, le marché du travail, puis c'est pas normal que ce soit comme ça. Donc, je vous en parle ouvertement, vous en faites ce que vous voulez. Évidemment, c'est votre expérience versus celle de la mienne ou celle de toutes les autres personnes qui sont autour. Il y a des choses merveilleuses qui se passent encore en société. Tout n'est pas noir, tout n'est pas perdu, loin de là. Et il y a de la bonne volonté à tous les niveaux, probablement incluant à l'ONU aussi, peut-être pas dans les hauts échelons parce que les autres, on le voit, qui ils n'ont aucune gêne à nous imposer des choses horribles, mais à d'autres niveaux, il y a probablement des excellentes personnes là-dedans aussi. Donc, il faut leur tendre la main à ces gens-là et dire, écoute, as-tu vraiment regardé ce qui s'est passé en haut de toi ou à côté de toi ou es-tu vraiment à l'aise avec ça? Est-ce que ça correspond vraiment au jeu de valeur que tu me dis que tu as? Puis sinon, ben, exprime-toi, fais-toi entendre, parce que si tu ne te fais pas entendre, c'est certainement pas les autres qui vont aller te demander ton opinion, ou sinon, ce qu'ils vont te demander, c'est juste d'obéir.
et non pas de vraiment faire pour le mieux. Puis si tu fais pour le mieux, ils vont dire, ben ça, c'est une stratégie que le peuple a pensée, on est aussi bien de prévoir pour ça. Donc, il faut être habile. Et puis, dans ce sens-là, moi, je vous donne le message, mais vous en faites ce que vous voulez. J'espère que vous allez être nombreux à aller lire ce qui est marqué dans la déclaration de Bali, que vous allez prendre le temps d'aller lire, d'aller voir la masse de, finalement de déclarations qui ont été faites là-dedans. Chacun des 52 points est une forme de déclaration. Puis de dire, est-ce que ça me correspond? Est-ce que le matin, je me lève pour faire avérer la lutte au carbone en taxant plus les Canadiens? Est-ce que le matin, vous vous dites, oh mon Dieu, il faut qu'on taxe plus les Canadiens. Les Canadiens, ils ne sont pas assez taxés. Ça prend plus de taxes. Ah oui, au Canada, c'est les taxes que ça prend. Les taxes vont tout régler. C'est pas le cas. Ce qui va régler les choses, c'est de mettre l'humain au centre des choses. Puis de tout ce que je vous ai lu, puis de tout ce que je pourrais vous lire, l'humain n'est absolument pas au centre. C'est l'ONU qui est au centre. C'est la technocratie, puis c'est ça qui mène au transhumanisme. C'est ça qui est au centre. Donc, soyez ouverts à faire le travail vers vous, puis donnez-vous la chance d'exprimer la plus haute version de vous-même en tout ce que vous faites. Puis, généralement, vous n'avez pas beaucoup de travail à faire pour vous rendre là. Vous avez simplement à retourner un peu le miroir vers vous, dire, ah, OK, j'ai des blessures, j'ai des défis, j'ai des avantages, mais il y a des choses qu'il faut que je travaille. Puis, de travailler sur soi, c'est de prendre conscience de soi, d'exister. On augmente notre vibration, nos énergies, on prend notre place. Puis, tout ça, au fur et à mesure que vous allez le faire, vous allez prendre un certain confort dans ça. Vous allez prendre des nouveaux réflexes, celui de vous rappeler que vous êtes. Vous pouvez le dire, je suis, j'existe, je suis parce que je suis là. Et puis, vous pouvez dire que je suis la créativité, la prospérité, la bienveillance. Puis, rappelez-vous-le parce que c'est ça qui va monter vos fréquences, puis qui va vous faire du bien. Puis, je le sais qu'on n'est pas assez, on n'a pas assez de 24 heures dans une journée pour faire le tour de tout ce qu'on voudrait voir. Mais c'est à nous de travailler très fort à créer un peu de temps si on est capable. Puis des fois, en travaillant ensemble, ben, on crée du temps. Parce qu'on a parfois les mêmes objectifs, on a parfois les mêmes buts. Fait qu'en travaillant ensemble, ben, on se trouve à avancer ensemble plus vite. Mais ça vous appartient. Ça fait partie des choix que vous pouvez faire. Alors, je vous remercie beaucoup d'être là. Si vous pouvez liker, partager, allez vous abonner aussi dans mes autres chaînes, dans Odyssey, dans BitChute, dans Rumble, dans Brighteon. Ben, merci de le faire. Ceux qui veulent m'aider avec un don, ben, c'est grâce à vous que ça peut continuer. Je vous dirais que jusqu'à présent, ma campagne de don est à 0. Alors, ceux qui veulent faire en sorte que ce ne soit pas 0, probablement dernière campagne d'ici 2023, là, ben, vous êtes les bienvenus de cliquer sur le petit lien qu'il y aura en description. Sinon, ben, c'est pas grave, on n'est pas moins pires amis. C'est simplement que je le demande pour ceux qui pourraient le faire et non pas pour tout le monde, parce que je sais qu'il y a des gens qui en arrachent. Et puis, je comprends votre situation. Je suis dedans moi aussi. Alors, alors, je vous remercie évidemment énormément de votre sensibilité à ce point-là que je vous amène. Sans vous, il n'y a rien qui arrive. C'est aussi simple que ça. Alors, merci à vous. Passez une journée, soirée, matinée magnifique. Elle vous appartient. C'est vous qui faites votre vie. Et c'est ça qui la rend absolument majestueuse et magique, aussi bien pour vous que pour tout le monde qui vous entoure. Passez une belle journée.